Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Je m'appelle Rose, j'ai 44 ans. Je suis auto-entrepreneur dans le stupéfiant. Officiellement, je suis secrétaire. Officieusement, on me dira dealeuse. D'un point de vue juridique, on dira plutôt trafiquante. Même si j'ai du mal à le concevoir comme ça, la justice me rappelle que oui, je suis à ce niveau-là. Trafiquante de drogue. Rose, daronne de la drogue. Un podcast de Mélanie Vazeux, réalisé par Gary Salin, produit par Arte Radio. Épisode 1. Trafiquante stupéfiante. Le dealer, lui, c'est vraiment la petite main qui court dans les rues, qui va au contact du client, etc. Le trafiquant, c'est soit celui-là un peu qui tient, comme on dit dans le jargon, un terrain, un call center, où c'est que les clients appellent et que là, après, derrière, ils envoient justement les petites mains. Et après, il y a vraiment le grand trafic, où c'est que là, c'est plus sur des grossistes ou des importateurs. Moi, je suis dans le deal, un peu aussi dans le trafic. J'achète des grosses quantités, mais c'est plus par rapport au contact que j'ai avec des personnes vraiment en haut du trafic. Ce que je vends, ça va être essentiellement de la cocaïne. Après, derrière, il va y avoir de la MDMA, de la 3-MMC et tout ce qu'on appelle fumette. Donc shit, bœuf. Les drogues de synthèse, elles arrivent de Hollande, que la cocaïne, elle arrive directement d'Amérique latine. Et ça arrive soit par avion, alors par avion c'est dans des valises, ou à l'intérieur des corps des passeuses. Et sinon par bateau, en général, c'est des containers. Mais là, c'est vraiment des grosses têtes du milieu qui sont très organisées, qui font passer ça donc par bateau. Donc la drogue que j'achète, elle n'est pas transportée par des mules. Moi, en général, on va dire vraiment dans la plus grande partie des cas, ça passe par des containers ou par des avions, sur des plus grosses quantités. Moi, en général, je récupère directement de la cocaïne pure, parce que c'est vraiment ma marque de fabrique. Et c'est vrai, moi, c'est vraiment de la bonne qualité. Ça abîme vraiment beaucoup moins que les cocaïnes coupées. On se donne rendez-vous, je récupère et je repars tout simplement. Mais c'est vraiment directement avec le haut de l'échelle, on va dire. Si par exemple il a eu un bel arrivage, il me dit écoute, là j'ai une frappe atomique, j'ai de l'écaille ou j'ai de l'écaille de poisson. C'est une sorte de cocaïne qui est brillante comme de l'écaille de poisson, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Et il me dit écoute, même si t'as pas l'argent, c'est pas grave, viens, je t'ai mis un truc de côté, viens le récupérer. Alors moi, une fois que je la récupère, donc je rentre chez moi avec. Déjà, on s'est baladé avec une grosse quantité sur nous, donc on a ce côté adrénaline où c'est qu'on a fait une traversée avec ce produit sur nous. Et là, quand je le déballe, il y a une espèce d'euphorie, découverte du produit. Et puis quand c'est un beau produit, parce qu'on a l'habitude, on le reconnaît tout de suite, le bon produit, à l'odeur, à la vue. Au début, j'aimais pas. Je me disais, mais comment ils font pour kiffer ça? Parce que les gens ils me disaient, mais moi je veux ma petite coulée, l'odeur c'est très important. Et c'est très chimique. Il y a un goût de pétrole, d'essence. Et puis, comme tout, on s'y habitue et après on aime. Et pour vraiment connaître la qualité du produit, je fais appel à certaines personnes qui vont tester pour moi. Je leur offre 1 gramme et je leur dis dis-moi ce que t'en penses. Parce que moi, c'est que je consomme pas.
Et j'ai testé et c'est pas fait pour moi. Ça me rend totalement parano. Sur ma carte, j'ai différentes drogues, différentes cocaïnes. Vous savez, c'est un peu comme le vin. Selon l'année du cru, il n'aura pas le même goût. Et pourtant, ça vient des mêmes vignes, de la même terre. La cocaïne, c'est un peu pareil. Chaque année, on ne peut pas avoir la même production, la même qualité. Et après, selon les cartels, avec chacun leur recette et tout, ça donne pas exactement la même chose. Et moi, donc, quand j'achète souvent par au moins demi-kilo. Et j'en ai pour un bout de temps, et j'en ai plusieurs comme ça. Et je leur donne des noms. J'ai des clients, ils viennent et me disent « Oui, je veux la péruvienne, par exemple. » À la base, moi, j'avais vraiment une petite vie de femme au foyer. J'ai passé mon brevet des collèges que j'ai pas eu. À l'école, je faisais rien. Après, j'ai rencontré le père de mes enfants assez jeune. J'avais 14 ans et demi. Lui, il en avait 19. On s'est installés ensemble pour... Après, j'ai eu mon premier enfant à 21 ans. Mes 3 enfants, ils ont à peu près 2 ans et demi d'écart à chaque fois. 21, 22, 23, 24, 25. C'est une période de ma vie où, même si dans le couple ça allait pas, j'aimais m'occuper de mes enfants à la maison. Voilà. Après, je suis partie, j'ai divorcé. Mes parents m'ont aidée financièrement, parce qu'il faut poser une caution, etc., pour prendre un appartement. Donc, je me suis trouvé un petit appartement tout mignon. Et là, j'ai pu commencer une nouvelle vie avec mes enfants. C'était pas tous les jours facile d'être toute seule avec 3 enfants, même si le papa me donnait une pension alimentaire. J'ai commencé à travailler, mais c'était vraiment pour des petits salaires au SMIC. Et je me suis un peu découverte dans le travail. À chaque fois que j'allais dans un poste, les patrons m'appréciaient beaucoup. C'est pas que j'excellais, mais on appréciait beaucoup mon travail. Donc, de fil en aiguille, donc je me suis retrouvée vendeuse en boulangerie. Ensuite, il y a un patron qui m'a débauchée, qui travaillait dans un peu comme un McDo, mais de quartier. Et là, j'ai été débauchée encore une fois. En fait, à chaque fois, c'était des clients de là où je travaillais, où c'est qu'on me débauchait. Donc là, je me retrouve après à travailler, donc qui n'a plus rien à voir, dans le prêt-à-porter. Je n'y connaissais rien en vente de prêt-à-porter. Et c'est la meilleure école, on nous jette dedans et, et voilà. Et c'est vrai que souvent le point commun, c'était la vente. Je me suis rendu compte que j'étais très très bonne en vente. J'ai une facilité de contact, de persuasion. Pourquoi j'ai commencé à faire ça ? En fait, je me suis retrouvée avec une personne, il venait de sortir de prison. On s'est mis en couple. Donc lui, à la base, il me demandait rien, il faisait son business tout seul comme un grand, etc. Sauf qu'une fois, il pouvait pas aller à un rendez-vous avec un client. Il avait besoin d'un peu d'argent, il lui restait un peu de drogue qui a dormi pendant le temps qu'il était en détention. Il m'a pas demandé rien du tout, c'est moi qui s'est proposé. Je lui ai dit, vas-y, si tu veux, je te le fais. Et ça a démystifié les choses pour moi. Il est monté dans la voiture. Je lui ai posé au niveau du levier de vitesse. Il l'a pris, il m'a posé les 50 € juste à côté et il est parti. En fait, je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est de la vente comme quand on vend des vêtements ou quand c'est un échange d'un produit contre de l'argent et basta. C'est comme ça que j'ai fait, comme on dit, ma première transac. Je dépannais de plus en plus. Et oui, quand il pouvait pas, j'y allais et voilà quoi. Il ne m'a pas du tout influencée, mais c'est vrai que j'ai commencé avec lui. C'est mon compagnon, c'est mon équipier et on travaille ensemble et on fait tout ensemble. Bon, il y a des choses que je fais moi-même aussi. Il y a des choses que lui, il est de son côté aussi, qui fait lui-même. On est une équipe. On est une petite équipe de 2. Et oui, je me suis prêtée au jeu où c'est que ça me déplaisait pas.
jusqu'à en devenir mon travail. À suivre sur Arte Radio. Combien je gagne? C'est un truc, j'ai peur de faire hérisser les cheveux des juges d'en parler. Après, je me suis pris des amendes, donc ils font leur compte. Rose, daronne de la drogue. Un podcast de Mélanie Vazeux, réalisé par Gary Salin, produit par Arte Radio. Épisode 2. Madame Tout-le-Monde vend de la drogue. Alors ma journée type, je me lève le matin, il est 8-9 heures. Et là, j'ai ma petite vie simple de Madame Tout-le-Monde qui s'occupe de sa maison, qui s'occupe de ses enfants. Et voilà, je vais faire mes courses et en même temps, je gère à commencer vraiment à installer le planning pour pouvoir aller travailler. Le planning, il faut qu'il soit vraiment maintenu et respecté. Je mets les choses en place, en fait. Alors, mes clients, moi, ils me contactent par téléphone. Dans le meilleur des cas, ils nous appellent au moins la veille. Comme ça, on les met sur le planning pour la journée du lendemain. Après, ils peuvent aussi nous appeler dans la matinée ou s'il y a de la place par rapport aux horaires qu'ils nous demandent, on va pouvoir les glisser. Et du coup, ils m'envoient leur commande, leur adresse et on fixe une heure. Moi, je calcule le côté risque dans mes journées et plus je passe de temps sur la route, plus je risque de me faire contrôler. Donc c'est pour ça aussi, au niveau du planning, j'essaye vraiment, quand je le peux bien sûr, faire des choses le plus court possible pour pouvoir justement éviter le contrôle. Sur le répertoire, on va dire que j'ai à peu près 600 personnes. Mais réellement, des clients réguliers, on va dire j'en ai une vingtaine. Après, des personnes qui appellent occasionnellement, de manière festive, on va dire peut-être 30, 40. Et après, tout le reste, c'est vraiment des gens qui appellent de manière extrêmement occasionnelle. Je prends jamais de nouveau client qui ne vient pas de la part de quelqu'un que je connais déjà. Et cette personne qui a donné mon numéro doit me confirmer pour me dire « J'ai donné ton numéro à un tel, il va t'appeler ». Quand je rentre en contact avec un premier client, pour une première fois, j'envoie tout de suite le menu avec tous les produits qu'on a, les prix. Comme ça, la personne sait exactement ce qu'elle peut avoir. Je demande aux gens ce qu'ils veulent en général, parce qu'il y a un côté un peu marketing où c'est qu'on emballe bien ça dans des petits sachets, des petits pochons plastifiés, avec décoration, etc., colorés, avec des dessins et tout. Et je crois que j'étais parmi les premières, à ramener ça. Et donc là, après, je prépare mes petits pochons, je découpe des petits sacs, on pèse sur la balance 1 gramme, qu'on met après dans le petit plastique, qu'on ferme au briquet, tout un rituel. Et c'est vrai que le client, il apprécie quand on lui met bien proprement dedans et que je leur ramène ça, bien emballé, packaging. Après, donc, je commence à me préparer pour partir en scooter. Selon la saison, je me prépare plus ou moins chaudement, on va dire. Et parce qu'en fait, c'est des longues journées quand même qui s'annoncent devant nous, donc en extérieur, donc il faut se préparer surtout l'hiver. La drogue, je la mets sur moi en général. Ma tenue de travail, une bonne paire de Hugs. J'ai toujours mon soutien-gorge, plus une brassière par-dessus, pour pas que ça tombe par en dessous, parce que la brassière fait vraiment office de garrot par en dessous.
J'essaye d'être madame un peu passe-partout. J'enchaîne les clients et j'hésite plus maintenant à me faire des temps de pause. Avant, il n'y avait vraiment pas tant de pause. Des fois, on mangeait pas avant, quand on terminait 2-3 heures du matin, que là, non, je veux vraiment plus prendre le temps et j'essaye d'être raisonnable. J'essaye de me dire commencer vers les 13 heures pour terminer maximum vers 21 heures. Si j'ai un retard, j'appelle le client ou c'est que je le préviens et je lui explique que je vais avoir un retard. Contrairement à ce que la plupart des dealers font, où ils laissent galérer les clients des fois pendant 2, 3, voire 4 heures sans réponse ou très brièvement, en disant la fameuse phrase « j'arrive ». Quand? On ne sait pas. Alors ma clientèle, on va dire 70%, c'est vraiment la bourgeoisie. Alors il y en a, ils vont dire non, c'est un cliché. Non, je vous le dis, c'est réel. Surtout à ces prix-là. Ça n'a jamais été un milieu qui m'a fasciné, moi, la bourgeoisie et compagnie. Parce que non, je peux vraiment pas les blairer. Il y en a, ils sont juste insupportables. On fantasme aussi un peu dessus. Parce qu'on s'imagine plein de choses. Parce qu'on dit oui, l'élite. En fait, c'est eux qui consomment le plus, faut dire ce qu'il y a. C'est souvent des hommes. Moi, les clientes femmes que j'ai, souvent, c'est des femmes vraiment très indépendantes et qui assument, je me prends mon gramme. Qui vient comme ça, et qui arrive en soirée avec son gramme. J'ai des clients qui font des grosses soirées avec des filles, comme ils me disent, de on va dire la haute société. Donc, quand je dis des filles, c'est en général, c'est des prostituées. Et donc, mes clients me disent, bon, pour moi, je prends la meilleure, et puis pour les filles, tu me mets celle qui est coupée. Du coup, c'est vrai que je coupe un petit peu, ou c'est que je la vends un peu moins cher, et on va dire qu'il y a, sur le gramme, il y a à peu près 30 € d'écart, ouais. Il y en a beaucoup qui prennent en famille. Vraiment, ça, c'est des choses qui m'ont toujours un peu choquée. En fait, moi, des fois, j'arrive dans des appartements où c'est le père qui m'appelle. Il se cache pas de ses enfants. Et il y a sa fille qui arrive, qui dit moi, je veux bien aussi un gramme de ça. Ce soir, je vais en soirée et tout. Pas tous, je rassure, pas tous. Quand on lâche rien, quand on monte sur le scooter à midi, quand on rentre à 2-3 heures du matin, quand on charbonne vraiment avec une belle clientèle comme je peux avoir, on va dire qu'on fait du 30 000 semaines. 30 000 semaines et 20% de charge. Mais on n'a plus de vie. Il n'y a pas la case stupéfiant sur la déclaration d'impôt. Donc je ne déclare pas. Ce que je fais de cet argent-là, c'est beaucoup, je réinvestis. Parce que on a besoin du produit pour pouvoir travailler. De toute façon, en plus, souvent, ils en trouvent aussi une partie pendant les perquisitions. Donc ça, ils le prennent aussi. Et du coup, oui, nous, l'argent, on le réinvestit assez rapidement. On est obligé, après, à un moment donné, de marcher dans quelque chose de parallèle, quoi qu'il en soit, parce qu'avec du cash, on ne peut plus faire grand-chose. Mais du coup, on a des milieux parallèles. Les voitures, c'est quelque chose qu'on voit souvent, où c'est que, par exemple, des garages où c'est que les patrons sont des trafiquants aussi. Et par exemple, si j'ai 30 000 €, je vais acheter une voiture en cash dans un garage où c'est que le patron est un trafiquant, parce que lui, il a besoin de ce cash aussi pour acheter sa drogue aussi. Donc voilà, en fait, on travaille beaucoup entre nous. Les clients de confiance, vraiment en qui on a vraiment très confiance, des fois nous font des virements. C'est ce qui nous permet de pouvoir payer ce qui doit être payé par prélèvement, des petites choses comme ça. Je prends des vacances. Sincèrement, c'est pas évident parce que la demande est constante. Même le dimanche, c'est compliqué Moi, je me suis toujours dit, allez, le dimanche, j'y vais pas, mais non, on nous appelle, parce qu'il y a les afters. Et en même temps, ce qui est compliqué, c'est... Je suis pas la seule à faire ça.
Si je lâche le marché et que je pars pendant 2 semaines en vacances, 3 semaines, les gens, ils cherchent un autre numéro. Comme n'importe quel business. En réalité, ça reste un business comme un autre. Les gens, ils veulent me voir moi, parce que je suis une femme, parce que je présente bien. Est-ce que c'est la fille qui va venir ? Parce que oui, la fille, elle passe mieux. À suivre sur Arte Radio. Moi, quand j'arrive dans un immeuble, les gens, ils me tiennent la porte. On me dévisage pas. On me dit bonjour. Et les gens, ils me disent, au moins, quand tu croises mes voisins dans l'ascenseur, ils se disent pas, c'est un dealer qui vient. Rose, daronne de la drogue. Un podcast de Mélanie Vazeux, réalisé par Gary Salin, produit par Arte Radio. Épisode 3. Dealer comme une femme. Alors, les femmes dans ce milieu-là, il y a la femme de trafiquant où elles n'ont pas un nom à elles, c'est vraiment la femme d'eux. Après, il y a les femmes de certains trafiquants, oui, comme moi, qui commencent à mettre un pied dedans. Et moi, comme j'ai été introduite par mon homme, voilà, ça a facilité aussi les choses. Parce qu'entre guillemets, c'est lui qui me cautionnait. S'il y a un problème avec elle, vous venez me voir moi. Mais vraiment dans la rue, dans le trafic à proprement dit, j'en ai jamais croisé directement. La plupart des femmes qu'on va trouver, c'est vraiment les petites mains, les petites mules. Ça, moi, j'en ai beaucoup rencontré en prison, des passeuses, des filles d'Amérique latine qui se font attraper directement aux aéroports, qui apprennent très cher même, pour pas grand-chose, au niveau de la justice. Parce que par rapport à l'argent qu'elles gagnent, les peines de prison qui vont derrière... Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je sais pas. En général, comment ça se passe pour elles ? C'est après 1 an. Souvent, ils vont faire 6 mois ferme. Et derrière, ils ont une expulsion dans leur pays, ou c'est qu'ils ont une interdiction de la France après sur... en général, c'est 5 ans, à peu près. C'est un milieu très masculin, assez violent. Pas au quotidien, faut pareil démystifier ça. Non, je pense qu'il y a une place pour les femmes, mais faut oser. Et puis après, c'est vrai que ça reste un milieu très parano. Oui, les hommes, ils seraient peut-être plus suspicieux vis-à-vis des femmes au départ parce que le côté femme, sensibilité, mère. Et que face à des policiers, moi je l'ai eu dans ma première arrestation, où la police nous menace par rapport à nos enfants. Ils vont être placés, etc. Que sur les hommes, je pense qu'il y a moins d'impact parce que souvent il y a la femme qui est là derrière qui, elle, ne fait rien. Donc ils savent que les enfants vont aller avec la maman. Mais après, une fois qu'ils nous font confiance, ils nous font plus confiance. Ils savent qu'on serait peut-être moins à faire un coup de crasse, comme on dit, ou de mettre une douille, en fait. Mettre une douille, c'est arnaquer la personne. S'il me confie un produit, la femme elle sera peut-être moins enclin à le voler ou quelque chose comme ça. Puis, si je me fais contrôler par la police, on sait très bien que des femmes policières, il y en a beaucoup moins que des hommes. Dans les patrouilles, il y a plus d'hommes en général. Donc, eux, s'ils veulent vraiment me faire une palpation et pousser le contrôle, il faut qu'ils fassent appeler un agent féminin. À une certaine époque, j'arrivais à y échapper facilement, dans le sens où je n'avais pas de casier judiciaire. Aujourd'hui, avec mon casier judiciaire, dès qu'ils voient que je suis connue pour stupéfiants, ils n'hésitent plus à appeler un agent féminin. Est-ce que j'ai quelque chose pour me défendre ? Non. En toute sincérité, pas du tout. La clientèle que j'ai, c'est des gens avec qui j'ai pas besoin de tout ça. Non, parce que je pense que déjà eux-mêmes, c'est un milieu qui leur fait peur. Entre trafiquants, en général, quand on marche droit, il n'y a pas de raison qu'on vienne nous en faire.
Oui, des fois, il y a des embrouilles, on se prend la tête, tu payes pas assez vite, parce que l'autre, il est stressé, qu'il s'est pris un coup de pression aussi par quelqu'un d'autre. Voilà, ça arrive, je pense, comme dans tout travail, en fait. Alors, ça se développe beaucoup, ça, c'est les braquages. Nous, ils savent que, par exemple, dans le stupéfiant, souvent, on a beaucoup d'espèces. Donc, on est potentiellement une cible. Ou, par exemple, enlever un des enfants, des choses comme ça, pour réclamer une rançon. Si je fais ce métier différemment parce que je suis une femme, oui. Beaucoup de personnes m'ont déjà dit « Ah, j'aime bien passer par toi parce que voilà, c'est safe, tu viens, t'es avec ton sourire, on se sent pas oppressé ou quoi que ce soit. » Une fois, j'ai un client, c'est ce qu'il me disait, qui est un petit peu connu. Je dirais pas son nom, mais c'est un mec qui est assez balèze, assez costaud et tout. Et il me dit il y a une Twingo qui arrive avec 3 lascars dedans, mais balèze aussi. Et là, il me dit, je suis à peine montée dedans, c'est que tout de suite, ouais, vas-y, pose ça tout de suite là, prends ton truc. Et ils sont partis. Quoi, lui, il est descendu de la voiture et juste derrière, eux, ils sont partis. Non, moi, avec lui, j'avais créé un bon lien où c'est qu'on déconnait même beaucoup ensemble. Et voilà, ouais, c'est vrai que les gens souvent me disent t'emmènes avec un côté professionnel et parce que la plupart de mes clients en fait sont quand même devenus des amis avec le temps. Il y a vraiment un rapport de confiance. Il y a des gens, moi, ils me font venir dans l'appartement de leurs parents quand ils sont pas là. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment des adresses personnelles avec tous les codes, avec tout. Hein. Il y a même des personnes où je me pose avec eux, on discute. Il y a vraiment des personnes, je connais vraiment toute leur vie où c'est que c'est comme le médecin traitant. Les gens, ils se confient à nous. Je suis la pharmacienne du coin de la rue. Non, mais c'est bête parce qu'en fait, les gens, ils se disent, bon, c'est une trafiquante, elle a fait de la tôle, c'est pas elle qui va nous juger. Et donc, je me retrouve à, des fois, on se confie à moi sur des sujets qui ont strictement rien à voir. Hein. Je pense que le fait d'être une femme, on se confie plus facilement à moi qu'à mon homme, par exemple. Après, il y a des personnes très fortunées, eux, ils sont un peu plus méfiants. Il y en avait d'autres, ceux qui ont des carrières, comme des médecins, des choses comme ça. Au début, ils m'évitaient un petit peu. Ils avaient peur que je parle plus facilement qu'un homme. Et tout doucement, ils se lâchent. Ils voient bien que je ne suis pas quelqu'un de... Je suis pas là pour les voler, je suis pas là pour les escroquer. J'ai beaucoup de principes. Je suis sympa, je suis pas agressive, tout en sachant taper du poing. Ok, je suis gentille, mais on me marche pas dessus. Et moi, j'ai pas ce truc de me dire oui, mais je suis une femme. Non. Moi, ma mère, comment elle nous a élevés, c'était on fait ce qu'on a à faire. On regarde pas si on est une fille, on regarde pas si on est un garçon, on fait ce qu'on a à faire. Je ressens des fois chez certaines personnes un manque de respect. Une fois, je me souviens, j'étais arrivée chez un client qui m'avait appelé, quelqu'un de très gentil, de très respectueux et avec qui je m'entends très très bien. Et je me souviens, j'arrive chez lui et donc, il prend ce qu'il voulait et son copain il me dit, il me parle d'une manière genre ouais, bah vas-y, bah moi donne-moi ça aussi, un peu sur le ton genre t'es qu'une merde. Et là, je le regarde, je dis rien et je lui dis après, hey, si tu veux pas que je te prenne pour un schlag, ne me prends pas juste pour une dealeuse. Et là, même son ami avec qui je m'entends très bien, il lui a dit, tu sais, Rose, tu la vois comme ça, mais si tu veux te croire supérieure à elle pour certaines raisons, dis-toi qu'elle fait certainement plus d'argent que toi en un mois. Tu vas peut-être le faire sur l'année. Comme des fois, je fais tester des nouveaux produits aux clients, bah ça m'arrivait souvent quand je croisais une amie, si le truc il était entamé, je lui disais bah tiens, garde-le, je te le donne. Rose, elle a toujours de la drogue sur elle, donc quand on peut la croiser, elle paye souvent des traces. Elle est généreuse. Je sais qu'il y a eu des personnes qui ont tourné autour de moi juste par intérêt. Voulant me faire croire une belle amitié, mais en fait, non, pas du tout. Je reviens souvent à cette amie qui consomme. Je lui disais toujours, quand tu m'appelles, du moment où tu prends le téléphone, au moment où je viens et qu'on fait la transac, t'es plus mon ami.
Parce qu'à ce moment-là, c'est plus toi qui parles, c'est ton pif. C'est compliqué d'avoir des amis qui consomment. Il y a des personnes, financièrement, je les ai beaucoup aidées à payer leur loyer. Parce que sinon, ils étaient harcelés par les huissiers, etc. et tout. Et quand j'étais en prison pendant de longues périodes, pas de nouvelles. Quand je m'en rends compte, qu'est-ce que ça me fait ? Je deviens très dure. Parce que on fait de la prison pour ça. On paye le prix fort. À suivre sur Arte Radio. Nous, dans notre milieu, on consomme rien, mais je pense que notre drogue, en fait, c'est l'adrénaline. Rose, daronne de la drogue. Un podcast de Mélanie Vazeux, réalisé par Gary Salin, produit par Arte Radio. Épisode 4. Les peines de prison. On a un pitbull. Il est dressé pas pour attaquer. Hein. Il reconnaît le pas de chaque personne. Quand il sait que c'est quelqu'un de l'immeuble, il ne bouge pas. « 6h du matin, on dort. À point fermé. Le chien qui bondit en aboyant. Il court derrière la porte. Ils ont voulu venir discrètement. Quand ils viennent comme ça, ils roulent doucement dans la rue, ils veulent vraiment pas se faire repérer. Mais sauf que les chiens, ils les avaient grillés, je crois, depuis qu'ils étaient en bas de l'immeuble. Mon homme, qui comprend tout de suite, parce que lui, il a déjà eu plusieurs arrestations. Comme ça, en perquisition, il se bondit du lit, il saute, il va derrière la porte. Il regarde derrière le Judas. Et là, il voit les keufs en train d'essayer d'installer le bélier hydraulique. Et moi, mon homme, il monte vite en adrénaline. Il ouvre la porte. Et il lâche le chien sur les policiers. Et moi, j'étais assise sur le bord du lit en attendant. J'entends grosse bagarre sur le palier avec le chien. Pendant que mon homme, il me dit saute par la fenêtre. Ça va qu'on est au premier étage, d'accord ? Mais quand même, c'est haut. Mais moi, sous adrénaline aussi, du coup, je tire le rideau. Je vais quand même voir s'il y a quelque chose à tenter. Je suis là, il faut voir la scène. Je suis en t-shirt Mickey et en culotte. Et là, je vois des gyrophares partout, des policiers postés partout, des voitures, des camions. J'ai refermé le rideau. J'ai refermé le rideau et au moment où je me retourne, là, la porte explose. Mon homme qui était en caleçon juste derrière la porte qui vole. C'est comme des CRS en fait, ils sont casqués, ils ont les boucliers, etc. Ils sont armés. Et moi, ils viennent, ils me braquent. Les mains, comme ça. Sauf que moi, j'étais en culotte. Et j'étais avec mon pantalon dans les mains. Je leur dis, c'est bon, je mets mon pantalon. Et là, ils me laissent mettre mon pantalon. Ça, c'est ma première arrestation. De là, il y a l'OPJ qui arrive, donc l'officier de police judiciaire. Donc, il perquisitionne tout l'appartement. À ce moment précis, ce que je ressens, rien. On anesthésie tout. C'est un bras de fer. On sait qu'on rentre dans un bras de fer. Je pense que c'est des scènes qui sont dignes d'un film. Je peux pas le raconter d'une manière lambda, en fait. Ça fait vraiment partie de ces 10% de ma vie qui font que c'est une vie hors du commun, ouais. C'est traumatisant, mais en même temps, on s'y prépare.
On sait dans quoi on met les pieds. Il y a des choses qui deviennent des automatismes, comme la paranoïa, etc. Avant de me coucher, par exemple, je regarde partout si j'ai rien oublié. Un téléphone, une puce. Voilà, il y a des choses, ça devient des automatismes. De toute façon, dans le milieu, on sait très bien, ceux à qui ça n'arrive pas, c'est que c'est des balances. Quelqu'un qui ne tombe jamais ou qui tombe, et alors qu'il fait des grosses choses et que derrière, il sort assez rapidement, on sait que c'est pas très normal, on va dire. En fait, on est en sécurité nulle part quand on fait ça, vis-à-vis de la police. Quand j'avais pas vécu encore de perquisition à 6h du matin où ils viennent casser votre porte, chez moi, je me sentais très en sécurité. Depuis que j'ai vécu la perquisition à 6h du mat où la porte explose, on se sent beaucoup moins protégé à la maison. Il y a ce sentiment où ils peuvent arriver à tout moment. Alors avant, j'avais peur de rien. Le milieu ne me faisait pas peur, la police ne me faisait pas peur. Aujourd'hui, j'ai plus peur de la justice. Moi, pour ma part, j'ai fait 3 fois de la prison. En fait, sur ma première peine, on m'a mis 1 an. J'ai fait 7 mois de détention, ce qui est quand même beaucoup. Je me suis fait arrêter 2-3 ans après, 3 ans, oui. Et là, j'ai fait 1 an et demi en provisoire. Ensuite, je suis sortie du coup 11 mois en provisoire encore, parce qu'on n'était pas encore jugé. Et au jugement, la justice a décidé de me réincarcérer pour que je termine ma peine. Donc j'ai pris 4 ans ferme et 1 an de sursis avec 2 ans de mise à l'épreuve. Voilà, donc sur cette affaire-là, j'ai fait 18 mois provisoire et après j'ai exécuté encore quasiment 7 mois pour terminer cette peine. C'était mon dernier séjour. La première fois, c'est pas pareil. La première fois, on est dans « je découvre ». Il faut que je comprenne le fonctionnement de la prison. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais, en tous les cas. Après, une fois qu'on connaît déjà, c'est pas pareil. Mais du coup, on est plus concentré sur soi-même et moins sur la prison. Donc, je trouve que c'est plus dur. Plus on en fait, plus c'est dur. Surtout la dernière que j'ai faite. Quand j'étais arrivée, ma dernière peine, là, j'en parle avec le psychiatre et je lui dis j'arrive pas. J'arrive pas. On appelle ça le choc carcéral. Au début, on est vraiment obsédé par notre vie de dehors. Tout a été mis à l'arrêt, en fait. Presque comme un décès. Quand on est en prison, pour beaucoup de gens, c'est comme si on était un peu mort. C'est une petite mort. On n'est pas entre 4 planches, on est entre 4 murs. Heureusement qu'on a ces moments où on sort en promenade avec les copines. Et ces moments où on peut un peu oublier qu'on est en prison. Et vous savez, il y a des petits groupes qui se font à les promenades et on s'assoit entre nous, on rigole, on se raconte des petites histoires. Heureusement qu'on a ces moments-là. Alors on dit oui, la prison en France, en même temps, c'est facile, c'est l'hôtel 4 étoiles. Non. Sur ma dernière peine, ça a été un châtiment corporel. La literie, elle est tellement de mauvaise qualité, c'est de la mousse dure, sans confort. Et les coussins, c'est des coussins, je pense qu'il n'y a que ceux qui ont fait de la prison qui peuvent comprendre. On a l'impression qu'il est à moitié gonflable, mais avec un peu de mousse dedans. J'ai des problèmes d'arthrose. En fait, à un moment donné, on a été obligé de me mettre sous morphine pour que j'arrive à dormir. Ça, c'est quelque chose qui fait que sur cette peine-là, ces 7 mois que j'ai fait, là, j'ai tellement souffert à ce niveau-là que j'ai pas envie d'y retourner, ouais. Je pense au mitard, par exemple. Donc moi, j'en ai fait 2 fois. Une fois 15 jours, une fois 1 semaine. La première fois, c'était pour bagarre. Vous savez, aussi en prison, à un moment donné, quand vous avez un attroupement autour de vous, on sait que derrière, il y a eu du bourrage de crâne par une autre fille. C'est soit on tape le premier, ou soit on se fait lyncher, quoi. Donc là, je l'ai pas loupé. Et du coup, je me suis retrouvée au mitard. On arrive dans ce
Est-ce qu'on peut appeler ça une pièce? Moi, je dirais que c'est un carré. Il y a une toute petite fenêtre à 2 mètres du sol. J'étais obligée de monter sur le lit si je voulais un peu regarder dehors. Il y a un lit avec un matelas encore pire que celui-là dans des cellules parce que c'est un matelas anti-feu. Il y a un pourcentage plus élevé de suicide ou quoi que ce soit au mitard. Donc, ils mettent vraiment des matelas anti-feu qui sont durs comme la pierre. Donc, il y a juste ce lit, il y a une table fixée au mur, il y a un tabouret fixé au sol, il y a une toilette avec un lavabo. Et la porte, il y a un sas avant d'arriver dans cette cellule avec une petite ouverture pour nous glisser les plateaux, comme dans les films un peu. Et là, on attend que le temps il passe. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de télé, il n'y a aucun confort. Moi, j'ai la chance d'aimer lire. Je prends des livres. Je prends de quoi écrire aussi. Je me fais souvent un journal du mitard, où je note les jours, etc. et tout. Ce qui est assez dur, je trouve, au mitard, c'est qu'au bout de 2-3 jours, on commence à ressentir les douleurs musculaires. Comme on ne bouge pas, qu'on ne fait pas d'exercice, on a les muscles qui commencent à en pâtir. Et j'ai des très très grosses douleurs au niveau du corps là-dessus. La promenade, c'est une promenade seule. J'y suis jamais allée, mais on m'a dit en gros que ça faisait la taille d'une cellule, ça doit faire 9 mètres carrés. Et oui, je vais jamais en promenade, parce que je vois pas l'intérêt en fait. On est peut-être dehors, mais dans quelque chose qui est pas plus grand que la cellule. Donc, et en plus, il y a toute une mise en place où c'est qu'ils doivent bloquer toute la prison pour pas qu'on croise qui que ce soit. En fait, on appelle ça les blocages. Donc là, ils bloquent toute la prison où c'est qu'on doit croiser aucun détenu. Du coup, ouais, moi, mis à part la douche, quand je suis au mitard, en fait, je pense que il y a un côté déterminé. J'ai un objectif, terminer ce mitard. Je reste concentrée dessus et je lâcherai en fait. Je me plains pas, hein. J'ai fait ce que j'ai fait, je dois payer ma dette. Mais faut aussi arrêter de dire que c'est l'hôtel 4 étoiles. Une fois qu'on a mis le pied en prison, on a vraiment une vision des choses qui change. Faut être réaliste, il y a quelque chose qui reste et on ne sera plus jamais comme une personne... je dirais presque les personnes qui ont... Oui, c'est ça, qui n'ont jamais fait de prison, c'est des personnes innocentes. Je sais pas, il y a quelque chose de dur qui devient en nous. Et plus on en fait, plus... et pire c'est. Je me dis peut-être qu'avec le temps, ça va s'effacer un peu plus. Bien sûr, mes enfants, c'est pas toujours facile pour eux, pour mes parents non plus. Je les ai projetés dans un monde qu'ils connaissaient absolument pas. À suivre sur Arte Radio. Non, en fait, le mensonge, j'y pensais pas. Pour moi, c'était un mensonge par omission. Je rentrais pas dans le détail. Rose, daronne de la drogue. Un podcast de Mélanie Vazeux, réalisé par Gary Salin, produit par Arte Radio. Épisode 5. Maman est en prison. Jusqu'à ma première arrestation, ma famille, mon entourage n'était pas au courant de ce que je faisais. Ils pensaient que j'étais secrétaire. Quand je rentrais tard le soir, ils ne se posaient pas plus de questions que ça. Pour eux, j'étais avec des amis, ou je pouvais dire aussi que j'avais fait des extras en restauration, ou je pouvais leur donner beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de choses, et du coup, ça occulte un peu le mensonge, on va dire. Sur quoi on ne rentre pas dans le détail, en fait. Parce que comme de toute manière, pour moi, je ne le vivais pas vraiment comme un mensonge, parce que pour moi, c'est ma vie, et que j'estime que chacun fait ce qu'il a envie de faire, sans avoir à justifier, en fait. Moi, à partir du moment où je remplissais le frigidaire, que je payais mon loyer, je me posais pas plus de questions que ça, en fait.
Mes enfants l'ont appris quand je me suis fait arrêter la première fois. Il était minuit, et sauf qu'on s'est fait arrêter dans la rue à ce moment-là. Là, ils prennent la voiture, ils me mettent dedans et on part en perquisition à l'appartement. Moi, j'avais la garde du grand et les 2 petits avaient voulu aller chez leur père. Coup de bol, mon fils là, il n'était pas à la maison. Il était juste au grec, juste à côté, je l'avais vu en passant. Il y a un des policiers qui était gentil et je lui dis je peux appeler mon fils? Je le voyais du bout de la rue. Il me dit oui, vas-y. Donc j'appelle mon fils, il vient à moi et là je lui dis je me suis fait arrêter. Il m'a dit t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Quand on est rentré, j'ai fait appeler leur père. Et c'est de là qu'il est parti vivre avec le papa et les 2 frères. Et le papa avait dit à mon fils, surtout, ne dis pas à tes frères que maman elle est en prison. Tu dis qu'elle est partie en vacances, qu'elle rentrera dans plusieurs mois. Sauf que mes enfants me connaissent. Et une fois, mon grand me raconte que il y avait un de ses frères, pendant la nuit, il l'entend pleurer. Ça faisait quelques jours qu'il était là-bas. Et il entend pleurer son frère, et du coup, il se réveille dans la nuit, et il lui dit « Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il lui dit « Je sais que maman, elle n'est pas en vacances. Sinon, elle nous aurait appelés. Elle est morte. » Et là, son frère, le grand, son cœur, il tombe par terre. Il lui dit « Non, 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 je te jure, maman, elle n'est pas morte. » Et là, il lui dit la vérité. Il lui dit « Elle est en prison. » La première fois, mon grand était donc parti revivre avec son père et les plus jeunes. La deuxième fois, mon grand, lui, est resté dans mon appartement à gérer tant bien que mal la vie, parce qu'en fait, il était projeté comme ça, tout seul. Il travaillait pas, rien du tout. Il a même sombré un peu dans la dépression. Je sais que le papa était là pour lui. Il lui envoyait de l'argent, l'appelait, prenait des nouvelles. Donc j'ai pas ce poids, contrairement à certaines filles où leurs enfants sont placés. Après, pour vous dire la vérité, le papa, aujourd'hui, on s'entend pas du tout. Mais ça reste un bon papa. Quand je suis sortie de prison, mes enfants étaient adolescents. Il m'a fallu 15 jours où c'est que, en fait, je me suis réapproprié mes enfants. Où c'est qu'ils avaient tellement changé. Parce qu'en fait, je les avais pas vus pendant 18 mois. C'est la prison, plus que l'acte par lui-même. C'est la prison qui les a assommés. Mon fils, le plus grand, est venu plusieurs fois me voir au parloir avec ma sœur. Le deuxième, le papa, au départ, ne voulait pas, a fini par accepter au bout d'un moment. Et quand je l'ai vu, je suis sortie 15 jours après pour mon deuxième, et mon dernier n'est jamais venu. Et même maintenant qu'il est plus grand ou quoi, il m'a toujours dit je peux pas. Moi, j'ai jamais imposé à qui que ce soit de venir me voir. Parce que les parloirs, c'est très personnel, hein, mais moi, j'aime pas. J'aime pas. Je pense que c'est quelque chose qui soulage plus les familles de nous voir. Mais en fait, quand on est en prison, on est dans une bulle. J'allais dire un cocon. Non, c'est pas un cocon, parce qu'un cocon, ça a plutôt tendance à être confortable. Non, là, on est dans une bulle et on se crée une nouvelle vie dans cette bulle. On est coupé de tout et le parloir, c'est... on nous ramène un peu de l'extérieur. Et du coup, ça nous sort de cette bulle dans laquelle on s'est forgé un peu une carapace. Ouais, non, moi, le parloir, j'ai un peu du mal avec ça. Alors, eux, comment ils se positionnent par rapport à ma vie? Ils sont très très loin de ce monde-là, eux. Ils me le disent, ils aimeraient que j'arrête pour pas que je retourne en prison, pour que maman reste avec eux. Ils savent aussi comment je les ai élevés. Ou c'est que moi, je leur ai toujours dit, faites ce que vous avez envie de faire. Et vous préoccupez pas de moi, en fait. Votre vie, elle vous appartient. Si j'apprends qu'un de mes enfants deal, je ferai tout pour lui en dissuader. Une fois, j'ai un de mes enfants qui m'a dit j'aimerais bien faire ce que tu fais, maman, plus tard. Et sur le coup, je vais pas vous mentir, j'ai pas su quoi répondre.
Et j'en ai parlé avec une tête du 93 avec qui je m'entends très très bien, qui lui aussi a des enfants, etc. et tout. Et il m'a dit une très belle phrase. Et c'est exactement ça. Il m'a dit, tu répondras à ton fils que si tu le fais, c'est pour pas qu'il ait à le faire. Moi, mes parents, mon père était facteur. Ma mère, femme de ménage à la poste. Donc je viens vraiment d'une famille modeste. Et ils l'ont su la première fois où j'étais en prison, où je me suis fait arrêter. Donc je me retrouve en garde à vue. En fait, au début, je voulais rien dire. Je me suis dit, au cas où j'arrive à échapper et que je suis en garde à vue. Donc je me suis dit, je vais laisser passer les 48 premières heures et je vais voir comment ça se trame. Et là, voyant qu'ils m'ont renouvelé, je fais bon, je vais faire quand même prévenir mes parents. Donc mon père qui est très naïf et pour lui, il se demande si c'est une blague. Et donc j'ai ma sœur et mon beau-frère qui passent dans l'après-midi et là, il leur dit, au fait, j'ai eu un coup de fil bizarre. Donc ma sœur le prend au sérieux, elle. Vous êtes en communication avec la gendarmerie nationale. Et là, ils leur disent, écoutez, votre fille, elle a déjà été envoyée au tribunal, elle passe en comparution immédiate. Mon père était sous le choc. Non, ça a été un gros choc. Mon père, il avait passé l'après-midi assis sur le banc à regarder les affaires s'enchaîner, jusqu'au moment où il voit sa fille arriver. Alors, vous comparaissez aujourd'hui parce qu'il vous est reproché les faits suivants. Et au final, la juge a décidé d'ouvrir une enquête et de nous envoyer en détention. L'écho que j'ai eu de ma famille, c'est ma belle-sœur qui m'a dit une fois tes parents, c'est un truc de ouf. Quand on arrive chez eux, on a l'impression qu'il y a eu un mort. Comme si que la maison était en deuil, en fait. Maintenant, on n'en parle pas. C'est comme les sujets de conversation politique et religion. On évite d'en parler quand on a des avis différents. Ça, avec moi, ça en fait partie aussi. Bien sûr, ça fait mal au cœur. Mes parents, ils sont pas tout jeunes. On n'a pas envie de leur infliger quelque chose qui s'apparente à un deuil. Mais j'avais envie de vivre ma vie. Et puis, on a beaucoup été élevés comme ça, où c'est que vivez votre vie, soyez heureux, et voilà quoi. Tant qu'on se fait pas attraper, ça va. Mais à un moment donné, les problèmes ils s'accumulent en fait. À suivre sur Arte Radio. Je veux pas dire que c'est normal de vendre de la drogue, loin de là. Mais je pense que c'est pas pire que certains produits légaux. Je pense que la personne qui vend de l'alcool, je me mets à peu près à ce niveau-là. Même si eux, c'est un produit qui est légal, l'alcool détruit aussi énormément. Donc voilà, pour moi, c'est pas pire que de vendre de l'alcool. Rose, daronne de la drogue. Un podcast de Mélanie Vazeux, réalisé par Gary Salin, produit par Arte Radio. Épisode 6. L'argent du deal. Déjà, il y a différents types de consommateurs. Il y a le consommateur qui sait se gérer, qui a une consommation un peu plus régulière, on va dire que festif, mais qui va prendre par exemple 5 grammes. Il sait qu'il en a pour sa semaine et il se gère vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui consomment de la cocaïne régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement depuis des années. Et ça reste des personnes qui ont une vie sociale normale, en fait. Et après, il y a les consommateurs que j'appelle morbides, où c'est qu'ils n'ont aucune limite. Ils savent pas s'arrêter, ils vont vraiment... des fois, en quelques heures, ils n'ont plus rien. J'essaie de prendre des distances avec ces gens-là parce que mon but, c'est vraiment pas non plus de faire du mal aux gens. Ça m'est déjà arrivé d'aider des personnes à l'espacer. Ils m'appellent, je leur dis oui, je viens, mais je viens pas. Parce qu'ils m'ont appelé la veille, qu'ils avaient déjà pris énormément, et ça, malgré tout, j'ai des codes et des principes.
Une fois, j'avais dit à un client qui était dans cette consommation, j'avais dit, écoute, moi, j'ai plus envie de te servir. Comment tu te détruis, j'aime pas ça, etc. Il m'avait dit, de toute manière, si c'est pas toi qui viens, j'en appellerai un autre. Et ça sera pire parce que ça sera de la merde. On m'a dit, est-ce que t'as déjà vendu de l'héroïne ou du crack? Non. Pour moi, ça, c'est... On passe dans un autre monde. Je cherche pas à minimiser la coke, hein, mais toutes ces drogues-là, ça emmène vraiment dans un autre monde. Et puis même ça, c'est vraiment vendre de la mort. Si je pense à l'autre bout de la chaîne, là où est fabriquée la cocaïne, franchement, non. En toute sincérité, non. Je pense aussi que les personnes qui mettent les pieds, c'est des personnes qui le veulent bien. Il y a beaucoup de personnes aussi qui mettent jamais les pieds dans ce milieu-là, que ce soit en tant que mule ou en tant que dans la fabrique du produit ou quoi que ce soit. Donc, de toute façon, je pense que si on n'aime pas, on n'y reste pas de toute manière. Donc, moi, ça fait assez longtemps, pas loin de 10 ans, et si on y reste, c'est qu'on aime. Des fois, avec mes enfants, j'ai tellement galéré que j'avais 20 € sur moi. Je l'ai vraiment vécu, hein. J'avais 20 € sur moi, j'allais au supermarché, je devais faire des courses pour une semaine avec 20 balles et 3 gosses. Et j'étais avec mon téléphone, la calculatrice, et chaque truc que je mettais dans le panier, je le comptabilisais pour être sûre de ne pas me taper la honte à arriver à la caisse pour faire enlever des trucs. Une fois, j'ai un client qui me dit « Mais Rose, t'en fais quoi de ton argent ? On voit bien, t'es pas une fille qui s'achète des sacs à 4000 et des chaussures à je sais pas trop combien. Ça doit être du Zara que t'as sur le dos. Et je lui dis, tu sais, pour moi, la vraie richesse, c'est quoi ? Moi, ce que j'aime, c'est quand je rentre le soir, que j'ai les poches pleines. Peu importe la somme, mais j'ai l'argent dans les poches. Je vais au petit magasin en bas de chez moi. Je prends ce que je veux sans regarder les prix. Je monte, je prépare à manger à mes enfants sans avoir calculé quoi que ce soit. Mon frigidaire, je le remplis sans me poser de questions. Les factures, elles sont payées sans me poser de questions. Et moi, c'est ça. Et quand on a vécu vraiment la galère et qu'on enlève ce poids, il y a eu beaucoup de ça aussi qui a joué dans pourquoi j'y suis restée aussi longtemps. Le fardeau des problèmes financiers qui s'enlevaient. Oui, j'aurais pu trouver autre chose, j'aurais pu me battre autrement. C'est vrai, j'aurais pu complètement prendre un deuxième boulot, me débrouiller aussi autrement. On a toujours le choix. J'ai bien voulu mettre les pieds dedans. Quand je suis arrivée en prison, en fait, je sais plus pour quel motif, j'étais dans le bureau dégradé. Et j'ai parlé avec un dégradé. Et à un moment donné, il me regarde et me dit « Mais vous êtes là, pourquoi ?» Je lui dis « Stupéfiant ». Il me dit « Vous avez pris combien ?» Donc je lui dis ma peine. Donc par rapport aux peines qu'on prend, on voit un peu l'implication de la personne dans le trafic. Ah, il me regarde avec un air condescendant, où il me dit « Ah, vous avez suivi votre homme ». Et là, je lui dis « Non, stop, faut arrêter ». Alors, on veut l'indépendance de la femme, on veut tout ça. La femme se bat pour ça, mais c'est vrai que souvent, quand il y a un problème, c'est la faute de l'homme. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut assumer qu'on est assez grande aussi pour prendre des décisions comme ça. C'est une vie où j'ai réussi à me faire respecter. Ce que je fais, je le fais bien. L'adrénaline que ça provoque, c'est une sensation que j'aime. On aime ces moments de stress, en fait. Je sais pas comment le décrire. Bon, des fois, quand c'est un peu trop souvent, on perd des cheveux. Mais ouais, c'est une bonne sensation. Aujourd'hui, j'ai tout arrêté. Ce que je vais regretter, c'est le confort financier. D'une certaine manière, cette sensation de liberté. Parce que quand on fait ça, il y a une forme de liberté où c'est que on est son propre patron.
C'est contradictoire. Il y a la phase prison, on perd notre liberté, mais quand on est dehors et qu'on fait ça, il y a une forme de liberté. Quand on est à son compte comme ça, on va travailler quand on veut, on a de l'argent, donc on peut faire ce qu'on veut. C'est deux contradictions. C'est pas facile d'arrêter, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein. Ouais, mais bon, après, on se rend compte aussi... ça nous apporte une facilité là-dessus, mais après, quand on cumule les problèmes avec la justice, etc. et tout, ça apporte d'autres problèmes. Oui, je connaissais mes risques, ça j'en suis complètement consciente. Je pense que le problème, c'est qu'on n'est pas assez écouté et entendu. Là, je sais que sur l'affaire actuelle dans laquelle je suis, j'ai une juge qui a pris le temps de m'écouter. J'en ai presque envie de pleurer, pour vous dire. Ouais, qui a vraiment pris le temps de l'écoute et qui m'a posé des questions très pertinentes. J'ai pas envie de la décevoir d'une certaine manière. J'ai vraiment eu un déclic sur cette sortie de prison là que j'ai faite. C'est la plus compliquée que j'ai eue, psychologiquement bien sûr. Faut vous réinsérer, etc. C'est bien sur le papier. Avoir des moments à soi, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a tout ce suivi avec les SPIP, montrer pas de blanche sur la réinsertion, etc. et tout. Donc c'est pas toujours évident. Et maintenant, ça se fait de plus en plus au niveau de la loi. Moi, dans ma dernière affaire, en tous les cas, ils me l'ont fait. Ils nous imposent. Ils nous imposent, par exemple, sur les produits trouvés lors d'une perquisition. Comment ça marche ? Ils ont pris ces produits-là. Ils ont fait une estimation de à combien on le vend à peu près, etc. et tout. Ils vont nous imposer dessus. Pour nous, il y avait 7-8 kilos de produits, ce qui représente déjà une certaine somme. Et j'étais imposée à hauteur de 70 000 € pour moi et 70 000 € pour mon compagnon. Après, il y avait des véhicules aussi qui ont été saisis. J'avais fait un crédit à la consommation à ma banque de 30 000 € où ils m'ont pris aussi cet argent-là, alors que c'était pas de l'argent sale. Donc je dois tout rembourser en fait. Je dois rembourser mon crédit où c'est que j'ai plus cet argent. Là, je travaille. Je sais qu'à un moment donné, ils vont me tomber dessus aussi au niveau du travail. Je gagne 1 450 €. Je fais quoi en fait ? Moi, on m'a pris des biens à mes parents parce qu'on m'a vu avec. Donc ça veut dire que j'ai cette dette après auprès de mes parents. Et c'est le chien qui se mord la queue et je me réinsère quand ? Il faut que j'arrête le trafic, mais si en même temps on m'endette à des sommes comme ça, je vais pas vous mentir, ou c'est qu'il y a des fois où je me dis, je fais quoi en fait ? Aujourd'hui, je suis en réinsertion complète, j'ai un bracelet. Je termine cette peine où j'ai pris 4 ans ferme. Et là, maintenant, je suis complètement stable. C'est un travail qui me plaît beaucoup. Quand j'ai postulé à ce travail, pour la petite histoire, on m'a demandé mon casier judiciaire. On m'a demandé mon casier judiciaire, mais c'était le B3. En fait, il y a le B1, B2 et B3. Le B3, c'est des casiers où c'est vraiment pour tout ce qui est criminel lourd. Moi, j'ai toujours été juge en correctionnel, donc mon B3, il est vierge. Donc, il a un grand trait au milieu, ce qui veut dire qu'il est vierge. Et le B2, il est bien chargé, il y a toutes mes infractions qui sont dedans. Mais sauf que ça, tout le monde n'y a pas accès. Mon projet, c'est vraiment de réussir, donc pouvoir terminer tous ces problèmes judiciaires et recommencer une nouvelle vie ailleurs. Après, j'assume, comme j'ai toujours dit, moi je suis quelqu'un, pour moi le plus important c'est d'assumer, donc j'assume. Je veux régler mes problèmes judiciaires et partir après.